Bonjour à tous, j'espère Bonjour. que vous allez bien. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent à notre table ronde autour de l'IA générative et notamment des failles de sécurité. Est-ce que vous pourriez nous préciser, s'il vous plaît, dans le module de conversation, que vous voyez bien les slides, vous nous entendez bien également? En principe, ça devrait être OK parce qu'on a nos micros ouverts, mais j'espère qu'il n'y a pas de problème de son. Je pense que c'est OK. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, donc effectivement, aujourd'hui, l'objectif c'est de couvrir un sujet voilà, très intéressant, très actuel. Donc l'IA générative en entreprise, comment est-ce qu'on vient anticiper un petit peu les différentes failles de sécurité et quelles sont les méthodes, les outils, les solutions qu'on va avoir pour justement mieux appréhender ce sujet-là et mieux sécuriser finalement euh, les, euh, les, euh, les données, les différents systèmes, etc., qui vont être embarqués dans un projet d'IA générative. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session. Alors, d'office, vu que c'est sur un format webinaire, vos micros sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions, que ce soit dans le module conversation ou le module questions-réponses, qui est aussi mis à disposition. On pourra y répondre effectivement en direct. Donc, je vais démarrer l'enregistrement de la session. Voilà. Qui est en fait déjà en cours. Donc, merci à tous. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions de nouveau. Donc très rapidement, en introduction, ce webinaire s'inscrit dans une série de ressources qu'on met à disposition sur notre site internet. C'est des ressources, alors il y a autant des livres blancs, des e-books, des fiches pratiques qu'on pousse sur des sujets d'actualité. On a également une ligne éditoriale assez ambitieuse autour des articles qu'on rédige. Donc là, j'en ai eu quelques-uns justement qui adressent des sujets d'intelligence artificielle. Alors, il y a des articles autant qui adressent des sujets plutôt orientés business et des sujets plutôt orientés techniques sur des nouvelles fonctionnalités ou des nouvelles tendances en fait finalement qui arrivent sur le marché. Donc, n'hésitez pas voilà, à aller consulter toutes ces ressources sur notre site internet. Et puis, on organise donc des tables rondes ou des meet-up un petit peu sur le même format qu'aujourd'hui. Et tous ces meet-ups sont mis à disposition en replay et également sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu toutes ces ressources. Donc très rapidement, Synapsis, donc on est une société de conseil et d'expertise, une société de services orientée autour des projets d'infrastructure. Donc on accompagne nos clients, donc essentiellement des grandes entreprises, mais également des entreprises de taille intermédiaire, voilà, des entreprises de tout secteur d'activité sur leurs projets infra. Donc on a plusieurs domaines d'expertise. Donc le digital workplace, le cloud, le DevOps, la cybersécurité, la data. Et on a également une équipe qui est vraiment orientée transformation des systèmes d'information et qui va accompagner sur la direction de programme et la gestion de projet. Donc n'hésitez pas effectivement à nous solliciter ou si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à ce qu'on fait. Voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec trois interlocuteurs, trois speakers, Thibaut, Sylvain et Sébastien, qui vont se présenter. Thibaut, je te laisse la main. Thibaut Second, je suis product leader sur la partie cyber, DevSecOps et Data Privacy pour le groupe ADO. Merci beaucoup. Sylvain, de ton côté. Donc, si je veux dire, moi je suis architecte cloud, je suis chez Synapsys depuis à peu près une année et juste avant j'étais chez un grand CSP qui s'appelle AWS. Et Sébastien. Et moi, Sébastien Goetz, donc je suis un jeune recrue de Synapsys en tant qu'ingénieur cloud et avant ça j'ai fait un passage à Microsoft. Merci beaucoup. Donc effectivement, voilà, beaucoup d'expertise autour de la cybersécurité, du cloud, de la data en général, etc. Voilà, ce sont des sujets intéressants. Donc, effectivement, on va démarrer ce webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. On est vraiment là pour ça.
donc dans le module conversation, comme je vous le disais. Donc l'IA générative, nouvelle faille de sécurité à anticiper. Je te laisse la main, Thibaut. Oui, donc pour contextualiser cette nouveauté qui est le domaine de l'IA générative, en tout cas d'un point de vue sécurité, donc déjà les IA génératives sont une révolution, pas forcément dans le sens technique, puisque ce sont des techniques qu'on connaissait déjà auparavant. On va plus parler de révolution, puisqu'on va faire évoluer les cultures, on va faire évoluer les risques pour une entreprise, les risques de compromission, les risques de sécurité. Et on va également faire évoluer les risques qui vont concerner tout ce qui va tourner autour de la data privacy et des réglementations de manière générale. Donc, un risque majeur en termes de cybersécurité. Aujourd'hui, les IA ouvrent de plus en plus les accès sur les différents systèmes d'information, sur l'accès à la donnée. On va prendre un exemple tout simple. Qui n'a jamais fait un copier-coller d'un PDF dans une IA générative comme ChatGPT, Gemini et autres pour faire une analyse? On peut retrouver ces mêmes problématiques en entreprise. Une complexité des algorithmes. Aujourd'hui, on fait intervenir dans le domaine de l'IT de nouveaux profils qui sont des profils beaucoup plus orientés sur les mathématiques pour de la génération d'algorithmes. C'est donc sur cette base qu'on parle vraiment d'un changement de culture dans notre façon de travailler. Une exposition accrue des entreprises. Aujourd'hui, on va exposer beaucoup plus de choses. On va permettre, en tout cas, une mise à disposition de l'information automatisée au travers des IA génératives. Je vais donner un exemple simple. Je suis une société, je souhaite mettre un moteur qui va permettre à mes clients d'accéder beaucoup plus facilement à mes produits ou de trouver le bon produit, par exemple dans le retail. Et je vais donc mettre à disposition un catalogue au travers d'une IA générative. Et généralement, ces catalogues sont rattachés à des données financières, des données un peu plus orientées business, en tout cas des données qu'on peut trouver dans les bases de données de manière générale. Ce qui amène à un dernier point qui est, dans le contexte des IA, nous avons un réel besoin de mieux comprendre les infrastructures, mieux comprendre les enjeux pour être en mesure de mieux sécuriser la chaîne. Ici, on parlait auparavant de DevOps, on parlait beaucoup de DevOps avec des développeurs et des opérationnels. Aujourd'hui, on va venir y ajouter une couche de cyber, une couche d'algorithmie. On peut également travailler avec le juridique, la data privacy, etc. Et on va avoir vraiment besoin de comprendre les différents maillons de la chaîne pour pouvoir sécuriser au mieux toute la chaîne qui englobera les IA génératives. Et donc, pour rebondir sur cette partie-là, quand on parle d'intelligence artificielle, le nom est particulièrement bien choisi, c'est-à-dire que ce sont des intelligences qui sont très artificielles, dans le sens où, comme l'a beaucoup insisté Thibaut, ce sont des algorithmes, et on parle de milliards de données pour aller entraîner des algorithmes. Mais ça n'a rien d'intelligent, ça reste des modèles statistiques sur des volumes de données très, très importants. Et je te relaisse la main, Thibaut. C'est bon pour le contexte. Il y a une slide qui a été passée, je pense. Non, c'est celle-là? D'accord. Donc, quelles sont les spécificités d'un projet IA? Donc, on va sortir un peu du cadre de la cybersécurité. Comme je le disais, on a un réel besoin de mieux comprendre les différentes étapes d'un projet d'IA. On va retrouver ces mêmes fonctionnements dans un projet de développement logiciel, etc. L'idée ici, ça va être d'appuyer certains points. Donc, comme l'a souligné Sylvain, les données massives et de qualité. Aujourd'hui, quand on parle d'IA, on parle beaucoup de données massives, on parle de plus en plus de travailler avec des pétates de données. On parle beaucoup moins de la qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va vouloir entraîner un modèle, on va avoir vraiment besoin d'un modèle de données de qualité, de données qui auront été nettoyées auparavant pour permettre d'avoir une meilleure collecte, une meilleure gestion des données. C'est ce qu'on appelle la préparation des données. Ensuite, il y a un autre point qui est très important, c'est le droit sur les données. On parle de données personnelles, on parle de données critiques, confidentielles pour l'entreprise, et il va y avoir tout un travail à faire sur ce droit des données, sur cet accès à la donnée. Un deuxième point important, ce sont les enjeux et les technologies complexes. Aujourd'hui, il existe de nombreux modèles, plus ou moins sécurisés, avec différentes fonctionnalités, différentes capacités. Et pour pouvoir répondre à ça, effectivement, il va falloir que chaque entreprise connaisse les enjeux
de la mise en place d'une IA générative ou de l'utilisation d'une IA générative. On va également parler d'infrastructures. Aujourd'hui, les IA nécessitent des infrastructures très performantes, parfois très lourdes, pour pouvoir traiter tout ce flux de données, et qui vont donc nécessiter une optimisation, une personnalisation. Et là, on va vraiment rentrer dans des concepts d'amélioration continue pour améliorer l'expérience utilisateur. Troisième point, les défis liés à la sécurité, de manière générale. Contrôler ce qui va sortir de cette IA, contrôler l'information qui va apparaître aux utilisateurs, aux clients, etc. La prévention des usages malveillants, on y reviendra plus tard. C'est vraiment, aujourd'hui, les IA sont vraiment la cible d'attaques, soit pour pouvoir récupérer des données, soit pour pouvoir récupérer des informations technologiques sur les entreprises. Et ensuite, on a un réel besoin d'explicabilité, de transparence, c'est-à-dire on repart sur les bases de la documentation d'architecture, d'exploitation, etc., qui vont permettre de mieux comprendre et de mieux anticiper les risques qui seront encourus avec l'utilisation ou la construction d'une IA générative. La conformité légale et l'éthique. Aujourd'hui, les réglementations sont de plus en plus contraignantes, notamment pour la protection des données, la protection des clients et des utilisateurs. La gestion de l'éthique et des billets. On l'a vu avec l'arrivée de Gemini. Dans les premiers jours, effectivement, de grosses questions d'éthique se sont posées quant à la génération d'images, de textes fournis par les différentes IA. Et un suivi et une auditabilité. Aujourd'hui, on cherche de la preuve en cas d'incident. C'est très très important, mettre en place des mécanismes de suivi et d'auditabilité. L'innovation et la différenciation. Aujourd'hui, pour les sociétés qui souhaitent en tout cas mettre en avant des IA génératives, ce sont deux points très importants. Le but va être de créer de la valeur et de pouvoir permettre d'évoluer très rapidement pour pouvoir suivre les besoins du marché. Autre point, la monétisation et le ROI. Aujourd'hui, développer une IA générative est très onéreux. Et avant de partir dans un projet, il est très important de pouvoir comprendre quel sera le retour sur investissement. On en revient un peu aux enjeux. Quels seront les enjeux de cette IA? Dans le ROI, on va aussi intégrer les équipes spécialisées. On va intégrer des nouveaux profils qui n'existaient pas auparavant et on va avoir besoin de formation continue, puisque c'est un domaine qui est encore émergent, sur lequel il y a énormément de nouveautés. La gestion des compétences et des talents. Aujourd'hui, on travaille sur l'IA générative. C'est un nouveau modèle économique pour en tout cas les clients et les sociétés qui développent des nouvelles solutions et qui vont nécessiter de mettre en place, quand on parle de gestion de compétences, on parle aussi de mettre en place des indicateurs de mesure pour pouvoir apporter une valeur ajoutée, pour pouvoir calculer un ROI fiable. L'avant-dernier point, c'est l'interface utilisateur et l'expérience client, qui sont très importantes. On parle d'intégration fluide. Quand on va aller faire une recherche, on s'attend à ce que la recherche arrive dès les premières secondes. Et c'est un travail qui est très important pour les utilisateurs et pour l'expérience client de manière générale. On parle aussi de personnalisation. Et quand on personnalise, on peut éventuellement par la suite rajouter des failles au travers d'une interface web, au travers d'une interface, au travers d'API. On va venir également, d'un point de vue sécurité, rajouter des failles. On va venir complexifier l'infrastructure et le modèle de manière générale. Donc c'est un point très important. Le dernier élément important dans un projet d'IA, c'est la collaboration avec l'écosystème. On va monter un projet d'IA, on va travailler avec des partenaires externes, des partenaires internes, on va travailler avec de nombreuses équipes comme la data privacy, le juridique, parfois les ressources humaines et également avec les ressources techniques, différents domaines. On va travailler avec les équipes réseau, on va travailler avec les équipes de développement, travailler avec les équipes de sécurité. La collaboration, comme on peut l'avoir dans le DevOps, est très très importante. Et dans cette collaboration, il ne faut pas oublier l'utilisation de modèles préexistants. Aujourd'hui, il y a de nombreux modèles qui existent sur le marché, plus ou moins sécurisés, et cette collaboration sera à entretenir, et on va revenir sur tout un tas de points que nous avons vus avant, comme l'anticipation, comme la gestion des modèles économiques, la création de valeur, etc. Donc, ceci pour vous donner les spécificités et tous les éléments à prendre en compte quand vous allez démarrer ou quand vous allez vouloir soit démarrer la construction d'un projet IA, soit vouloir choisir un outil d'IA pour un besoin en particulier.
Je vais maintenant donner la main à Sébastien pour la suite. Merci Thibaut. Donc aujourd'hui, nous, on voudrait vous présenter un cas d'usage un peu particulier de l'IA générative. Donc aujourd'hui, on entend parler des LLM un peu partout. Alors pour ceux qui sont pas forcément très au point sur ce qu'est un LLM, en fait, c'est les services et la technologie qui est derrière des services comme ChatGPT, Gemini ou Copilot. Ça veut dire Large Language Model. Donc en fait, c'est le service qui permet d'interagir avec le langage que nous on utilise pour pouvoir interagir avec les intelligences artificielles. Plutôt que de leur envoyer des 0 et des 1, et ben, on peut utiliser le langage que nous on utilise, le français, l'anglais, l'espagnol, etc. Donc aujourd'hui, les LLM sont un peu partout. Et donc, si c'est quelque chose qui est en train de révolutionner le monde, qui est très très fort, très puissant. Je pense que tout le monde a essayé ChatGPT et vu ce qu'il était capable de faire. Il y a des limites quand même qui apparaissent. Des limites des LLM, par exemple, c'est le fait que les informations sont pas forcément très à jour. Euh, je crois qu'on l'a vu avec des modèles 3.x de ChatGPT. Les informations avaient un an et demi de retard par rapport à l'actualité. Et donc, voilà, il y a des versions qui sont pas à jour et donc en fait le niveau de mise à jour dépend des différents LLM et de la volonté de mise à jour ou non de l'éditeur. Donc il y a cette difficulté d'informations qui sont pas forcément mises à jour, difficulté d'obtenir des sources. On sait que, par exemple, ChatGPT nous donne des informations, mais on ne sait pas forcément d'où il va les chercher. Des fois, on peut essayer de lui demander, mais c'est pas toujours évident. Donc, on a des informations, mais elles sont pas forcément sourcées. Il peut aussi avoir des problèmes d'hallucination. Alors, ce qu'on appelle une hallucination, c'est quand, encore une fois, ChatGPT, pour l'exemple, va vous donner une information qui est très grosse et fausse. Par exemple, vous allez lui demander c'est quoi la différence entre un œuf d'autruche et un œuf de chat. Et donc, il va vous dire, bah, l'œuf d'autruche, c'est ça, et l'œuf de chat, c'est ça. Oui, mais les chats ne pondent pas. Et donc, en fait, il va vous dire quelque chose qui est faux, ou il hallucine, et donc, ChatGPT va pas vous dire, bah, je ne sais pas dans ce cas-là, il va plutôt halluciner et vous donner une réponse qui est très, très éloignée de la réalité. Et enfin, un risque de fuite de données, c'est-à-dire que quand vous envoyez vos données dans des LLM, ChatGPT et les modèles de Google, par exemple, et ben, ces données vont être utilisées par OpenAI ou par Google pour réentraîner les modèles derrière et faire en sorte qu'ils soient toujours plus performants dans le futur, mais performants avec vos données. Et donc, si quelqu'un d'autre pose les bonnes questions et s'il y a une faille de sécurité, ben, ces données peuvent fuiter. Et donc, c'est là où un nouveau type de service d'intelligence artificielle entre en jeu, le RAG, le Retrieval Augmented Generation. Alors, en quoi est-ce que, qu'est-ce que c'est que le RAG? Eh ben, tout simplement, pour vous, ça va prendre l'interface d'un LLM, comme pourrait être ChatGPT. C'est quelque chose qui va être tout à fait similaire. Et donc, qu'est-ce que le RAG va apporter de plus? Et ben là, on va pouvoir justement donner un contrôle accentué sur les données utilisées. Ça va permettre d'avoir des données qui sont mises à jour. Nous-mêmes, on va avoir la main sur le niveau de mise à jour des données. Ça va permettre d'avoir une main sur les sources, d'être sûr que les informations sont justes, sont véridiques et de limiter les problèmes d'hallucination en disant, bah là, par exemple, si tu ne trouves pas les réponses aux questions qu'on te pose dans les documents qu'on t'a donnés, et bah tu le dis et tu réponds pas à la question en inventant quelque chose d'aberrant. Et enfin, eh ben, ça va permettre de limiter le risque de fuite de données parce que bah, vous allez limiter le spectre, le scope d'intervention de ce modèle-là. Est-ce que tu peux avancer, Nathalie, s'il te plaît? Et donc, comment fonctionne du RAG? Donc, encore une fois, le RAG, Retrieval Augmented Generation, en fait, ça va être le fait d'augmenter les capacités d'un LLM comme ChatGPT avec votre base documentaire. Donc, comment ça se passe? Quand vous allez poser une question, quand vous allez envoyer un prompt, en fait, le prompt, c'est la partie consigne que vous allez donner au LLM, à l'intelligence artificielle. Et dans ce prompt, vous allez aussi avoir la requête, une query, où là, la query, ça va être pour aller chercher des informations supplémentaires. Donc, ce qui va se passer, encore une fois, comme si vous étiez avec ChatGPT, vous allez poser votre question. Donc, dans cette question, il va y avoir la partie consigne, ce que vous voulez avoir comme information, et la partie recherche d'informations. Et là, vous allez aller rechercher vos informations dans une base de connaissances que vous allez avoir branché finalement un peu sur ce LLM.
Ça peut être une base de connaissances SharePoint, une base de données, un espace de stockage. Donc vous allez brancher ce LLM à cet espace de stockage et donc il va pouvoir aller chercher des informations que vous aurez contrôlées. Donc vous aurez contrôlé que ces informations sont à jour, qu'elles sont véridiques. Il y a toute cette partie de contrôle d'informations qui vient après, mais qui est de votre ressort. Donc vous avez la main mise sur les informations. Donc il va aller chercher ces informations, les réintégrer dans votre prompt, dans votre demande. Le LLM ensuite va traiter toute cette demande, donc ce prompt plus cette requête, va enrichir ce que vous lui avez demandé et finalement vous proposer une réponse qui aura été augmentée en se basant sur les capacités, l'intelligence du LLM, mais en rajoutant, en augmentant les capacités du LLM avec une base de connaissances que vous lui aurez ajoutée. Donc ça, c'est le fonctionnement du RAG, de Retrieval Augmented Generation, le fait d'augmenter les capacités d'un LLM avec votre base de connaissances pour pouvoir limiter les problèmes connus aujourd'hui des LLM. Merci beaucoup, Sébastien. Les enjeux, du coup, on avance un peu, Sylvain, je t'en prie. Alors, donc, quand on parle des enjeux liés à l'intelligence artificielle et les IA génératifs, les enjeux ressemblent énormément en fait à des projets assez classiques qu'on va trouver dans n'importe quelle entreprise. Le premier enjeu pour une entreprise, ça va vraiment être sa crédibilité, être capable de montrer qu'elle est capable de sécuriser correctement ses données, que ce soit en interne ou que ce soit en public. Ce serait quand même très dommage de retrouver des informations internes à l'extérieur parce qu'on a mal configurer ses droits d'accès et sa manière de gérer ses politiques de sécurité. Et donc ça, vraiment, la crédibilité de l'entreprise, on va la retrouver à beaucoup de niveaux. On peut citer par exemple des problématiques qu'on a en ce moment. On peut citer le New York Times, pardon, ou des groupes de musique qui sont pas contents que leur patrimoine de données à eux ait été utilisé pour entraîner des modèles de données, des LLM. Sauf que c'est pas de chance pour eux quelque part parce que leurs données étaient publiques. Et donc, c'est une problématique de mise en sécurité de leur patrimoine de données à eux. C'est-à-dire qu'ils doivent à un moment ou à un autre être capables de dire ces données-là sont avec un copyright bien spécifique, un usage bien spécifique, et donc par conséquent, je ne veux pas que ce soit utilisé dans un modèle de données. Et donc ça, c'est très important aussi à comprendre, c'est des problématiques juridiques qui viennent derrière. Et elles sont un peu complexes à mettre en place. Pour le moment, on n'a pas encore de jurisprudence en Europe sur ce genre de thématique, mais il faut bien faire attention à la manière dont on présente ces données sur Internet et à bien expliquer que c'est des données avec un droit bien spécifique. Pour la partie publique, et évidemment, quand on est sur des données privées, ne pas faire sortir ces données privées, ça c'est toujours la même règle. Et comme l'a indiqué aussi tout à l'heure Thibaut, quand on parle d'IA génératif, ça peut faire appel à des puissances de calcul très 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 importantes. Et parfois, ça peut aussi mettre à mal l'intégrité de son système d'information parce que ça fait transiter des données, des volumes de données extrêmement importants. Et par conséquent, avoir des puissances de calcul très fortes, plus des volumes de données très importants qui transitent sur un système d'information, ça veut dire aussi qu'à un moment ou à un autre, on est obligé de bien faire attention à la performance de son SI. Et ça, quand on parle de sécurité de ces IA, c'est un point aussi important parce que quand une IA démarre, elle peut consommer énormément de ressources et ce faisant, vampiriser les ressources du reste de votre système d'information. Vraiment, la performance, c'est un point aussi très très important. Quand on parle globalement de sécurité des données, on va aussi vérifier quelle est la nature des données. Alors j'en ai parlé un tout petit peu avant, la maîtrise de ces données, savoir qui fait quoi à quel moment, ça reste un grand classique. Et les modalités des accès, c'est exactement ce que je parlais, ce que je présentais sur la partie publique. C'est important d'expliquer que les données appartiennent à quelqu'un et qu'elles ne sont pas utilisables n'importe comment. Une spécificité bien particulière aux IA génératifs, c'est que, comme l'a expliqué Sébastien, à un moment ou à un autre, elles vont aller scanner des bases documentaires. Alors le terme technique, c'est crawler. Et quand elles vont aller crawler ces espaces documentaires, elles vont voir toutes les données auxquelles elles ont accès à un moment ou à un autre. Ce qui veut dire que des fichiers ou des documents qui ont été mal sécurisés ou qu'on pensait avoir correctement sécurisés, avec des données extrêmement sensibles à l'intérieur, peuvent ressortir à un moment ou à un autre quand on
fait des requêtes via ces intelligences artificielles. Alors ça ressemble un peu dans la méthode de fonctionnement à ce qu'on faisait il y a une quinzaine d'années sur des moteurs de recherche internes d'une entreprise. C'est pareil pour une IA générative, il faut bien faire attention à la gestion des droits utilisés par son IA générative pour qu'elle aille lire des contenus et des données au sein de son système d'information. Et ça apporte un nom, ça s'appelle le principe de moindre privilège ou le droit d'en connaître, c'est la même terminologie. Et donc vraiment bien faire attention à cette gestion de votre indexation de l'ensemble de vos documents et de votre patrimoine de données, parce que votre IA, en fait, elle est bête et méchante, elle va suivre tous les liens qu'elle va trouver dans les documents et elle va scanner tout ce qu'elle pourra. Quand elle peut pas scanner, c'est qu'elle n'a pas eu accès, point. Mais sinon, tout va se retrouver à un moment ou à un autre dans son modèle de données. Voilà. Et je vais passer la main à Thibaut pour la partie typologie d'attaque. Alors, dans le domaine de l'IA, si on parle vraiment faille de sécurité, risque cyber au sens large, on va définir 5 gros groupes. La phase du déploiement, la phase de déploiement d'un modèle, le RAG, le prompt engineering, l'entraînement du modèle et la collection des données. Dans le premier, quand on va vouloir déployer un modèle, on va avoir 3 types d'attaques qui sont de plus en plus représentées. La première, c'est les attaques par évasion. Alors, qu'est-ce qu'une attaque par évasion? Le but de l'attaque est vraiment très simple, c'est de tromper un modèle d'apprentissage automatique ou un système de détection. On va retrouver ça particulièrement dans les nouveaux EDR, dans les IA en tout cas, qui vont vraiment être orientés sécurité. C'est vraiment là où on va trouver le plus d'attaques par évasion. Le but est vraiment très simple, c'est vraiment, en tout cas, de tromper un système de reconnaissance. Donc, on peut l'avoir dans la détection des malwares, on peut l'avoir dans la reconnaissance faciale et dans la reconnaissance vocale. Je vais donner un exemple très simple. Je vais déverrouiller un téléphone, je vais mettre une photo dedans et ça va marcher. Le but des IA aujourd'hui, ça va être de rajouter une sorte de 3D, de vérifier que ça soit un vrai visage et non une photo. Et le but de l'évasion attaque, ça va être justement de bypasser ces systèmes pour aller effectuer une attaque par la suite, comme déposer des malwares au travers d'un EDR qui serait protégé avec une IA. La deuxième attaque, c'est ce qu'on appelle les attaques par oracle, Oracle attack. On le trouve principalement dans le machine learning. Donc c'est une attaque qui va exploiter un modèle en soumettant tout un tas de requêtes, qui va analyser les réponses et en déduire des informations internes. Donc ça peut être des paramètres, des données d'entraînement, et le but est tout simple, c'est de reproduire ou de compromettre un modèle par la suite sans y avoir accès directement. Donc c'est sans avoir à pénétrer les défenses. Je vais donner un exemple. Je suis sur ChatGPT, je veux récupérer des informations qui auraient pu être déposées par des utilisateurs. Je vais envoyer tout un tas de requêtes avec un contexte qui va me permettre potentiellement de retrouver ces informations par la suite. Et en retrouvant ces informations, je vais peut-être comprendre comment fonctionne le module d'entraînement de l'IA et je vais être capable de le reproduire. Et en le reproduisant, je vais être capable de définir quels sont les moyens qui me permettraient de passer au travers de cette IA et de récupérer beaucoup plus de données par la suite. Un autre type d'attaque qu'on appelle les adversarial attaques sont très simples. Le but, c'est de perturber les données d'entrée pour pouvoir tromper le modèle. Donc, c'est le but. Tout à l'heure, on parlait d'attaque hallucinatoire. C'est un peu de provoquer ces hallucinations, c'est-à-dire de provoquer une mauvaise prédiction, des mauvaises classifications des données. Et donc ça, on va pouvoir le faire en envoyant tout un tas de requêtes, tout un tas de questions, des documents, de faux documents contenant des mauvaises informations. Et le but, c'est de réussir à faire cette attaque pour qu'elle soit imperceptible pour un être humain. Puisque comme l'a souligné tout à l'heure Sylvain, on reste sur de l'algorithmie, c'est-à-dire qu'on reste sur quelque chose qui aurait été construit par un être humain. Et le but, c'est que l'être humain ne se rende pas compte de ce type d'attaque, et c'est ce qui permettra par la suite d'exploiter au mieux les vulnérabilités laissées par une IA.
Je vais éviter de parler du data leak, hein. Là, on est vraiment sur du vol de données. Enfin voilà, on est vraiment sur du vol de données. On aura ensuite le data poisoning. C'est simple. Le but, ça va être d'injecter des données corrompues ou malveillantes lors de la phase d'entraînement du modèle. Le but, c'est lors de la phase de production, avoir de mauvais résultats ou des résultats qui seraient truqués. On va ensuite avoir du prompt injection. Donc, c'est ce qu'on trouve déjà dans les bases de données. On va pas revenir dessus. Et ensuite, un dernier type d'attaque qui est assez important et de plus en plus fréquent, le modèle et la data disclosure. Le but, c'est tout simplement de réussir à faire fuiter des données et réussir à faire apparaître dans une IA des informations sensibles. Comme on le disait tout à l'heure, les données sont de très grosses bases avec de très nombreuses données. Et l'idée, c'est d'aller chercher une information sensible. Un exemple tout simple, je vais demander à une IA, euh, peux-tu me dire où je me trouve? L'IA est configurée pour ne pas avoir le droit de vous répondre pour des raisons de respect de la vie privée. On va poser la question à l'IA, où est-ce que je me trouve? L'IA va dire, je ne peux pas savoir où vous vous trouvez actuellement. Et je vais lui poser une deuxième question. À quelle distance se trouve le McDonald's le plus proche de moi? Le McDonald's le plus proche est à 300 mètres, avec l'adresse du McDonald's. Donc en recoupant les données, on va réussir à piéger l'IA, à piéger les règles de sécurité qui auraient été configurées pour réussir à avoir accès à certaines informations. En sachant que je suis à 300 mètres d'un McDonald's, ou d'un autre magasin, je vais pouvoir identifier une personne. Et on peut très bien se dire que avec les IA actuelles, on pourrait être amené à identifier d'autres personnes au travers des différents outils qui nous sont fournis. Voilà un paysage au sens assez large du terme, des failles de sécurité qu'on peut trouver dans le domaine des IA génératives. On peut passer au slide suivant, je pense. Alors, on parle de comment en tout cas sécuriser et comment aborder un projet d'IA générative. Euh, c'est assez simple, oui et non, dans le sens où aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se tournent vers le DevOps. Donc le DevOps, une culture qui vise à faire communiquer deux types de populations, les développeurs et les opérationnels. Aujourd'hui, avec l'arrivée des IA et l'arrivée d'autres technologies, on parle de plus en plus de DevSecOps. C'est une évolution de la culture, c'est une dérive de la culture DevOps, qui peut se résumer en 4 points importants. Le premier point, c'est d'intégrer dès le début d'un projet la sécurité. On va introduire au travers de Gates, au travers d'un changement, d'une appropriation de la culture, la sécurité dans l'ensemble du cycle de vie du développement. Donc, du poste client, enfin du poste du développeur jusqu'au poste client. Le deuxième point important, c'est la collaboration entre les équipes de développement, d'exploitation et les équipes de sécurité. Et dans ces équipes de sécurité, on va venir y ajouter tout ce qui va concerner la data privacy, le juridique, tout ce qui va concerner les réglementations de manière générale. Ce sont des mondes qui n'ont jusqu'à maintenant pas eu l'habitude de communiquer ensemble, encore plus quand on parle du juridique. Et là, l'idée, c'est vraiment d'apporter une culture où, dans chacune des couches, on va venir rajouter un petit besoin d'un point de vue juridique, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue données personnelles. Et c'est généralement la sécurité qui est en charge d'apporter ce changement. Le troisième point, c'est ça demande en tout cas de nombreux changements dans la culture, les processus et les outils. On parle d'IA générative aujourd'hui. C'est pas comme un EDR, on est vraiment sur des outils beaucoup plus complexes, qui ont des infrastructures beaucoup plus complexes, qui vont nécessiter d'améliorer les processus pour pouvoir protéger les données de la société et protéger le client qui sera l'utilisateur final de la solution. Et ça va donc nécessiter tout un tas de nouveaux outils qui existent ou qui doivent être développés pour pouvoir répondre aux enjeux de la cybersécurité. Et le dernier point, c'est la responsabilité. Aujourd'hui, quand on va développer une solution, quelle qu'elle soit, on a besoin d'avoir des responsabilités à tous les niveaux. Auparavant, la sécurité était en bout de chaîne et portait cette responsabilité. Aujourd'hui, on doit être capable de redescendre cette responsabilité au travers des différentes équipes. Responsabiliser les développeurs sur le développement d'un nouveau modèle, sur
sur la gestion de la donnée. La même chose pour les équipes qui vont gérer les données de manière générale pour l'entreprise. Et on doit être capable de responsabiliser toute la chaîne. En responsabilisant toute une chaîne de développement, on va être capable de partager la responsabilité et donc de fluidifier l'intégration de la sécurité et éviter d'avoir, en fin de projet, une nouvelle solution qui va arriver et qui va se faire bloquer après 2 ans de développement. Et là, l'idée, c'est vraiment de fluidifier, c'est un peu le principe du DevOps, c'est de fluidifier et d'accélérer le time to market au final, et donc d'améliorer le retour sur investissement qu'on pourrait avoir dans le cadre d'un développement. On peut passer à la slide suivante, qui est une slide qui rappelle les grandes étapes du DevOps. Donc en partant de la planification, la phase de coding, la phase de build, la phase de test, la release, le déploiement, l'opérationnel et le monitoring. C'est ce qu'on doit avoir dans une IA. On doit pouvoir répondre à toutes ces phases. Je vais éviter de passer sur tous les termes qui sont indiqués. Euh, mais quand vous allez commencer à travailler sur un projet d'IA, vous allez déjà devoir être capable d'établir un paysage des menaces qui va dépendre de votre zone géographique, qui va dépendre de votre domaine d'activité. Et généralement, ce sont des choses qui vont être faites avec l'accompagnement du contrôle des risques. On va ensuite avoir des outils qu'on connaît déjà dans le domaine du DevOps, des SAST, des DAST, des outils qui vont permettre d'analyser le code, des pre-comic hooks, qui vont permettre d'aider les développeurs, d'aider les mathématiciens, puisque là, on va beaucoup plus parler de mathématiciens, surtout quand on parle d'algorithmes, à sécuriser le code et, en tout cas, à valider ou non, de manière automatique, le développement d'un code. On va ensuite pouvoir rapporter des phases de pen test qui vont permettre d'éprouver la solidité d'un point de vue cyber d'une IA qui sera soit en cours de développement, soit qui sera utilisée. Et on va rajouter tout un tas de choses. On va aller jusqu'à la partie opérationnelle, où effectivement une partie très importante sera la collecte des logs. Là, on parle bien évidemment de logs qui vont commencer en termes de quantité, qui vont être explosives, puisqu'on va parler de milliers de requêtes à la seconde, si on prend l'exemple de solutions comme ChatGPT, Gemini, Copilot. Et en entreprise, on va avoir la même chose. Une entreprise de retail qui va venir mettre un chatbot et qui va être capable de générer, suivant un contexte, un résultat, par exemple pour trouver quel serait le meilleur produit laitier qui serait adapté à mon enfant, on va générer tout un tas de logs. Tout un tas de logs sur l'ensemble de la chaîne. Et dans le cas d'une cyberattaque ou d'actes malveillants, on va devoir pouvoir retracer tout le cheminement de l'attaque. Et donc, on va devoir avoir ainsi, en tout cas, une collection des logs qui va devoir aller d'un bout à l'autre de la chaîne. Ensuite, il y a une chose qui est très importante dont on parle très peu quand on parle d'IA, c'est le patching. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les IA utilisent des outils d'infrastructure tels que les CPU, des GPU, qui aujourd'hui sont la cible d'attaque. C'est-à-dire pour pouvoir remonter dans toute la chaîne, les attaquants vont parfois aller jusqu'à descendre sur des couches très basses, dont la couche CPU et la couche GPU, pour pouvoir remonter, aller rechercher de l'information, comprendre comment les outils fonctionnent, ce qui nécessite un patching de très haut niveau, que ce soit sur le hardware ou sur le software. Et ensuite, un dernier point, la threat intelligence. On a de plus en plus de CTI qui sont performantes et aujourd'hui, les attaquants utilisent eux-mêmes ces outils qui sont basés sur des IA pour pouvoir mettre à mal les différents outils utilisés dans la chaîne des IA génératives. Et ensuite, dans la partie monitoring, c'est quelque chose qui est souvent oublié, c'est-à-dire que les entreprises doivent être en mesure de pouvoir monitorer pour pouvoir donner des indicateurs de mesure, des KPI, respecter des objectifs. Les entreprises doivent être capables de monitorer l'utilisation, savoir ce que les clients, les utilisateurs, les développeurs font des différentes IA génératives. Et ça reste un point qui est encore assez nébuleux et encore assez oublié de manière générale dans les entreprises. La surveillance de l'utilisation qui est faite d'une IA générative. Tout simplement puisque le flux de données est tel que pouvoir surveiller l'intégralité de la chaîne est très compliqué. Nous pouvons passer à la slide suivante. Alors,
c'est sur donc on va parler des conseils et des bonnes pratiques. Par contre, si vous avez des questions, faut pas hésiter à poser toutes vos questions. On a vraiment un module questions et réponses qui est là pour ça. Donc sur la partie conseils bonnes pratiques, de manière générale, ce qu'il faut, bien comprendre, c'est, bien comprendre son métier et aussi faire comprendre à son métier les enjeux qu'on peut avoir en termes de confidentialité et de gestion de ces données. C'est pour ça qu'il est nécessaire de bien définir ses rôles, de bien définir ses responsabilités et d'être certain que chacun fasse exactement ce pourquoi, il est là et pas plus que ça. Alors ça, c'est un conseil qui est assez générique et qu'on retrouvera régulièrement dans tous les projets. Il est quand même beaucoup plus mis en lumière dans le cas des intelligences artificielles parce que, comme indiqué tout à l'heure, les IA peuvent avoir des failles et peuvent récupérer des données qu'on ne souhaitait pas forcément exposer. Il faut bien faire attention aussi à un point, les IA ayant énormément de possibilités d'agréger des données, il faut ne pas les utiliser. Il est nécessaire de ne pas les utiliser quand on fait des opérations très critiques sur son système d'information. À quoi est-ce qu'on peut penser quand on parle de ces opérations critiques? Ça va être des déploiements de nouvelles machines, ça peut être des déploiements aussi de nouvelles infrastructures. Ça peut aussi être de l'analyse des logs. Tout à l'heure, Thibaut parlait d'analyser les logs des intelligences artificielles. Il est aussi possible, si on a envie de s'amuser un petit peu, de faire analyser des logs d'une IA par une autre IA pour regarder quelles informations elle peut en ressentir. De manière générale, ça c'est plutôt à faire sur du test parce que les IA qui ont accès à des opérations et des assets critiques dans son système d'information, faut bien faire attention à leurs usages. C'est vraiment une maîtrise qui est absolument nécessaire à avoir et donc d'être capable de gérer correctement l'ensemble de ses privilèges, l'ensemble de ses accès. Thibaut en a aussi beaucoup parlé sur la partie intégration. Heu, Quand on monte un projet d'intelligence artificielle, quel qu'il soit, le DevSecOps, donc la partie sec du milieu est extrêmement importante parce que, les IA génératives ont beaucoup, beaucoup de pouvoir finalement et donc la sécurité doit être impliquée à tous les étapes, toutes les étapes. Vraiment pas c'est un point sur lequel on ne peut absolument pas faire l'impasse. La sécurité, dans le cas d'une IA, est extrêmement nécessaire même si c'est nouveau, même si c'est complexe à mettre en place, elle est plus que nécessaire à mettre en place à un moment ou à un autre. Et comme ça, après, on va pouvoir savoir évaluer quel niveau de confiance on va avoir entre l'usage de son IA, les typologies de données qu'on va avoir, donc de l'interne, de l'externe, et les différentes sources de code que l'on va utiliser pour gérer son intelligence artificielle. Donc vraiment bien faire attention à toute cette chaîne et être capable de bien évaluer et de bien maîtriser l'ensemble de sa chaîne d'intelligence artificielle. Et enfin, alors je vais plus prêcher pour ma paroisse, il va falloir à un moment ou un autre choisir son hébergement sur les types d'IA qu'on va utiliser. De manière générale, j'aurais tendance à conseiller d'utiliser une IA présente dans le cloud et de bien faire attention au paramétrage et aux données auxquelles on lui donne accès, parce que c'est plus simple en termes de gestion de son infrastructure pour, et plus simple aussi en termes d'intégration. Mais autrement, bien faire attention vraiment à l'usage et aux droits qu'on va fournir à son intelligence artificielle. Et enfin, il y a différents types de modèles. Alors, on a des foundation models, des large language models. Ils sont plus ou moins sécurisés. Il y en a qui sont connus pour être plutôt sécurisés. On va parler de Tensor. Et il y en a qui sont connus pour être beaucoup moins sécurisés. On va parler de Pickle dans ce cadre-là. Donc, vraiment bien faire attention à quel type de modèle on va utiliser à un moment ou à un autre quand on utilise des intelligences artificielles. Donc, certaines viennent vraiment avec un package tout prêt pour aider à mettre en place de la sécurité, quand d'autres ne sont pas intéressés par ça. Et je vais Merci. laisser la main sur les cas Ouais. d'usage à Merci beaucoup, Sébastien. Sylvain. N'hésitez pas effectivement à poser vos questions. On arrive sur la fin du webinaire. Donc voilà, on peut rester quelques minutes effectivement pour y répondre si besoin. Et je te laisse la main, Sébastien. Merci. Alors, donc quelques cas d'usage assez concrets à vous présenter sur l'utilisation à la fois d'IA générative ou de RAG, dans des cas qui sont assez connus. Donc, notamment Spotify qui utilise
de l'IA générative pour proposer des playlists de musique personnalisées à ses utilisateurs. Alors là, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai Spotify et je vois pas forcément ces playlists personnalisées. Alors en effet, en France, à ma connaissance, c'est pas encore disponible. Ça a d'abord été rendu disponible en Australie et au Royaume-Uni et c'est en train d'être rendu disponible dans d'autres pays. Voilà, c'est pour des questions de conformité. Mais donc Spotify utilise aujourd'hui l'IA générative pour générer des playlists personnalisées. L'Oréal utilise l'IA générative pour générer du contenu marketing et pour aider sur des choses comme les descriptions de produits ou des publications sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a déjà des grandes entreprises qui utilisent l'IA générative, qui utilisent l'IA générative pardon, au quotidien. Et dans le cas du RAG, on peut avoir des exemples comme Morgan Stanley ou PwC qui utilisent le RAG pour justement les aider dans la recherche documentaire. Le RAG va vous aider si vous avez besoin de chercher une information dans un corpus de documents qui est extrêmement large. Ça va vous aider à avoir accès à cette information de manière beaucoup plus rapide et avoir la source de cette information. Vous voulez poser une question très précise dans un corpus de mini-mails que vous avez envoyé, vous savez plus où c'est. Vous demandez au RAG, vous posez une question au RAG et il va vous dire la réponse à cette question, elle est ici dans cet email et c'est ça la réponse. Donc des entreprises comme Morgan Stanley ou PwC sont des entreprises qui déploient ce genre de service aujourd'hui. Merci beaucoup, Sébastien. C'était très clair. On vous a préparé, avant de passer aux questions, un petit QR code avec voilà, quelques questions et surtout, voilà, si vous voulez recevoir la présentation, donc après la session, n'hésitez pas voilà, à nous le mentionner dans le formulaire via le QR code que vous voyez à l'écran. Il y a une question dans le chat. Quel CSP est recommandé si on veut débuter? Sébastien Sylvain, je ne sais pas si vous souhaitez répondre. Oui, Alors, alors aujourd'hui, vas-y. il y a beaucoup de CSP, de Cloud Solution Provider, qui proposent des solutions pour mettre en place du RAG. Donc, alors ensuite, ça va être tous ces Cloud Solution Providers utilisent des LLM derrière. Donc, en fait, comme lequel choisir, ça va être en fonction de vos spécificités, de ce dont vous aurez besoin en termes de LLM. Par exemple, Microsoft travaille avec OpenAI. Donc, si vous avez besoin des capacités de LLM comme ChatGPT, vous allez pouvoir vous tourner vers Microsoft pour faire appel au service d'OpenAI. AWS, ça va plus être des services de Bedrock et Google avec Gemini. Donc, lequel choisir aujourd'hui, ça va dépendre en fait de vos besoins et des capacités des différents LLM que vous allez vouloir utiliser. D'accord, super. De manière globale, je dirais que les niveaux sont à peu près équivalents entre les grands CSP. Il n'y a pas vraiment il y en a pas un qui se détache vraiment devant les autres. Donc, c'est un peu celui que vous souhaitez, en fait. D'accord. Il y a une autre question. Comment connaître le niveau de sécurité des librairies que l'on souhaite utiliser? Alors, la question est assez compliquée. Ça nécessite de la mise en place d'une stratégie, euh, des tests pour les plus grosses entreprises pour pouvoir vraiment juger de la maturité de différentes librairies. Généralement, on s'appuie sur des analyses statistiques, des campagnes de tests qui peuvent être menées par les différentes sociétés. Ensuite, il y a des outils qui sont beaucoup plus connus, comme les outils qui vont permettre d'avoir une visibilité sur les CVE, par exemple celui de la Fondation Mitre. Euh, il y a ensuite des outils qui vont, ce qu'on appelle des SCAP, des Security Content Automation Protocol, qui vont pouvoir collecter des informations de sécurité et les failles des logiciels de manière générale. Donc il y a tout un tas de logiciels, ça dépend vraiment de la stratégie, des besoins de l'entreprise. Aujourd'hui, le plus simple, c'est de se baser sur des gros acteurs qui vont travailler de manière générale autour des CVE et qui vont donner des indications. Pour faire simple, j'essaie de résumer au maximum la question. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement si en tout cas je vous ai apporté des éléments de réponse. Merci, merci beaucoup Thibaut. Concernant l'aspect sécurité, y a-t-il des garde-fous chez les CSP ou des frameworks liés au sujet?
Il y en a. Alors après, chaque CSP a des moyens différents. Généralement, alors, la grosse question, c'est toujours pareil, ça dépend de la stratégie d'une entreprise. En sécurité ou dans tous les domaines de manière générale, on évite toujours de mettre les œufs dans le même panier. Donc, il y a une stratégie où effectivement on peut passer sur un même CSP pour utiliser les frameworks, utiliser les solutions existantes. Aujourd'hui, il y a des contraintes qui vont plus loin que la sécurité, qui doivent répondre à une question. Demain, je vais prendre un exemple, je suis chez Azure, j'utilise leur framework, j'utilise leurs différentes solutions. Demain, je veux quitter Azure, bah, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, en allant plus loin, aujourd'hui, l'idée, ça reste quand même, donc c'est mon avis, c'est mon point de vue, de trouver et d'utiliser des solutions qui répondent vraiment à des enjeux. Donc, c'est-à-dire d'éclater un peu les différents besoins et de construire une chaîne qui va vraiment répondre à des enjeux business, des enjeux opérationnels et des besoins techniques. Donc aujourd'hui, même si les CSP peuvent proposer des solutions, il y a aussi un impact non négligeable sur l'avenir d'une société. Aujourd'hui, on a des sociétés qui basculent vers le cloud, il y en a d'autres qui reviennent, qui quittent le cloud pour revenir en on-premise pour des raisons de sécurité. Il y a aussi un choix à faire qui va beaucoup plus loin que le choix technique. Et que le choix sécuritaire, ça va aussi dépendre de la stratégie et de l'ambition de la société sur 10, 15 ans. Parce qu'aujourd'hui, on va partir sur une IA, on va travailler dessus, on va développer un algorithme. Demain, ça ne sera pas forcément un transfert facile si on souhaite passer d'une IA à une autre. Donc aujourd'hui, on utilise un modèle, par exemple le modèle, je sais pas, moi, Bedrock, on va utiliser différents modèles qui vont être utilisables. Par contre, moi, mon conseil d'un point de vue sécurité, c'est de choisir des outils qui pourront évoluer ou être remplacés facilement par la suite. Parce qu'aujourd'hui, en sécurité, aujourd'hui, on a un acteur qui va être numéro un du marché. Demain, il peut chuter. Il peut avoir des gros problèmes. Je vais prendre un exemple de CrowdStrike. C'était le leader du marché du jour au lendemain. C'est devenu un éditeur que les gens ont mis de côté. Donc il y a aussi ce besoin à comprendre d'un point de vue sécurité, pardon, c'est de pouvoir changer, de pouvoir faire évoluer ses modèles, sa stratégie, son infrastructure en fonction des différents besoins et des évolutions du marché. Ça marche, bah, merci beaucoup. J'espère que c'était clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas forcément. Donc effectivement, voilà, encore une fois, si vous souhaitez recevoir la présentation, n'hésitez pas à nous le mentionner dans le formulaire. Et puis voilà, merci beaucoup pour votre présence. Merci à tous. J'espère que c'était clair. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent après coup, bah, n'hésitez pas à nous recontacter. De toute manière, voilà, on vous passera un coup de fil pour avoir un petit peu votre feedback par rapport à cette présentation. Merci à tous. Merci beaucoup Thibaut, Sébastien, Sylvain. Et puis, Merci. excellente journée. Merci à tous. Merci à Merci à tous. tous. Merci à tous.